Côté droit, ouvre les portes du paradis. C'est hallucinant, quelle folie. Elle en tombe à terre et nous on n'est pas loin d'en tomber à terre aussi, Mathieu. C'est dingue. Mais Johan Zarco, c'est lui qui va le faire. C'est lui. Il est sorti du dernier virage et il s'impose au Grand Prix de France 2025. Johan Zarco, merci. Merci, bravo. Cette fille est immense, Pauline Ferrand-Prévot à 400 mètres, elle savoure. Moment historique. Pauline Ferrand-Prévot remporte le Tour de France 36 ans après Gianni Longo. Alors Laurent, elle est pas belle la vie. Tout de suite, le Campus Sport Club, 23h minuit, sur Radio Campus Lille. Et bonsoir à toutes et à tous, auditeurs et auditrices de Radio Campus Lille. J'espère que vous allez bien. C'est Adrien Fedeli. On se retrouve pour une nouvelle émission ce mardi soir pour parler de sport jusqu'à minuit pétante. Une 21e émission de cette saison 5 du CSC. On commence à avancer. Comme j'aime bien faire la vanne, je la refais comme l'an dernier. On rattrape petit à petit Friends. Faudra aller jusqu'à la 10e saison pour savoir si on allait au bout. Faudra être patient. En tout cas, il y en a qui sont très impatients aussi face à moi, mes petits chroniqueurs, pour vous raconter, évidemment, pour revenir sur l'actualité sportive avec moi, avec Aubin, qui va bientôt nous offrir quelques-uns des croustillants résultats du week-end passé et de ce soir. Comment tu vas, Robin ? Ce soir, surtout, là, on va commencer Ah ouais. par ça. Ouais. Non, ça va super. Chaud. Ça va super. Chaud. Chaud. T'as eu chaud, hein ? Je suis dans les starting blocks. Là, Ouais, ça va commencer. Il y en a un qui m'a très mal imité, mais je t'aime quand même parce que je vous propose. Tu ne peux que m'aimer. J'ai fait des blagues. Hein. Je parlais de toi à je ne sais plus qui cette semaine. Théo, comment tu vas déjà ? Eh ben écoute, ça va très bien toi Adrien, j'espère que tout le monde va Ça bien. va, je faisais la blague en disant que ces derniers temps tu étais tellement en place dans l'émission que j'allais bientôt faire broder ton nom sur un siège, voilà. Ce serait génial. Membre honoraire du studio. Ça pourrait être marrant, ouais. Je suis prêt à payer carrément pour le faire s'il le faut, Adrien. Attention à ce que tu dis, ça n'entre pas dans l'oreille d'un sourd. Et pour finir, la compo du soir, à ma droite, ils finiront l'émission avec leur petite chronique en beauté et surtout la grande première pour l'un d'eux, Adam, qui nous rejoint ce soir dans le Campus Sport Club. Comment tu te sens, Adam ? Et oui, ça va très bien. Bonsoir à tous. Merci de m'accueillir. Nouvelle aventure. Je suis vraiment ravi de vous rejoindre. Et puis, plein d'impatience pour ce soir. Et Maël, qui est un peu plus habitué. Ouais, Qui est là, tranquille, ouais, installé. tranquille. Il va attendre son heure, les immanquables, tout ça. Toujours petit plaisir, ouais, de venir le mardi soir au Campus France Club. Qui avait l'air très chaud pour le débat du soir. On va parler équipe de France tout à l'heure. On va un peu jouer entre nous. Je te sens en tout cas au poil là-dessus. Mais avant d'en arriver là, on va revenir sur tous les résultats qui ont marqué ces derniers jours et notamment cette soirée qui était le signe de la Coupe d'Europe avec Aubin tout de suite avec les résultats. Foot, tennis, basket ou encore voile, suivez toute l'actualité sportive au Campus Sport Club. Et T'auras noté que j'ai fait exprès de mettre ton petit jingle, mais on parlera pas de voile, hein, spoiler. Mais j'aimais bien ton jingle, donc je l'ai gardé. On va aborder tout de suite donc avec le croustillant de ce soir. Il y avait des huitièmes de finale retour de Ligue des Champions. Qui sont les qualifiés, Aubin ? Eh bien, on vient du coup, comme tu l'as dit, revenir sur cette Ligue des Champions avec quelques qualifiés, les premiers 4 qualifiés de ces quarts de finale de Ligue des Champions. On va débuter par le Paris Saint-Germain qui a réussi à terrasser les Sky Blues ce soir même avec 2 buts inscrits dès les premières vingtaines de minutes du match pour éteindre leur rêve de titre à l'échelle européenne. Victoire cumulée, donc victoire lors de ce match 3-0, victoire cumulée 8-2, une victoire écrasante lors de ce match. On continue notre tour d'Europe avec City Real. City Real avec pareil un match qui était très attendu. Était très attendu. Ils sont habitués depuis c'était la 5e fois en 6 ans qu'ils se rencontraient en Ligue des Champions, je crois. C'est impressionnant. Ils se rencontrent très fréquemment. Un match aller qui était à sens unique. On l'avait vu, victoire
3-0 du Real Madrid au match aller. Cette fois-ci, c'était un match un petit peu plus disputé, mais qui n'a pas souri aux Citizens, avec une victoire du Real 2-1, un doublé de Vinicius, malgré une égalisation d'Erling Haaland à la mi-temps. On file et on reste toujours en Angleterre avec Arsenal qui accueillait le Bayer Leverkusen lors de ses huitièmes de finale. Un match aller qui C'était soldé par un nul. Donc soldé le par un vainqueur nul. se qualifie pour les quarts de finale. Verdict Aubin, qui l'a emporté? Verdict Arsenal remporte ce match 2-0, but d'Eze de Declan Rice au bout de 60 minutes de jeu. Ok, très bien. Et on a eu droit aussi à la sensation du début de soirée. C'était le match de 18h45. Le premier de ces huitièmes de finale retour avec pourtant des Norvégiens de Bodø Glimt qui se rendaient à Lisbonne avec 3 buts d'avance. Et derrière, sensation. Ouais, une très très grosse sensation. Ils réussissent au terme d'un deuxième acte rancobolesque à mettre 3 buts pour revenir à 3-3 à 12 minutes de la fin du match. Ils parviennent aux prolongations à enrichir ce score de 2 buts lors des prolongations. Victoire 5-0 du Sporting Portugal face à Bodø Glimt et une qualification en quart de finale pour les Portugais. Messieurs, autour de la table, les autres, je vous fais un petit peu intervenir. Il y a quel match vous retenez Est-ce que ce soit la qualification d'Arsenal ou ce 5-0 sensationnel du Sporting ou Paris qui a fait 8-2 au total? 8-2, c'est ça. Exceptionnel. Ouais. Moi, ce que je retiens surtout, le match qui m'a le plus, on va dire, excité ce soir, c'était le premier match de la soirée, en fait, Sporting, qui remonte de manière assez folle. Moi, je me suis dit, peut-être, on parlait beaucoup de remontada avant ce début de soirée, et je m'attendais peut-être à ce qu'il y ait une remontada, mais pas du tout sur ce match-là, quoi. C'est vraiment le match où je m'attendais le moins. Et c'est là où j'ai été direct surpris. Et à l'inverse, j'ai été déçu par rapport aux autres matchs où finalement les équipes qui l'avaient déjà emporté sur l'aller ont confirmé, ont planté des buts dès la première mi-temps. Et ça, c'est vite. Le suspense est vite retombé, quoi. Toi, t'es là pour les scénarios. Ah ouais, moi je suis là. T'es pas là pour les victoires faciles. Toi, Non, moi t'aimes j'aime pas bien ça. quand c'est la folie, quoi, la folie du foot. T'as eu un œil peut-être. Je t'ai vu regarder les 3 rencontres sur la seconde période. Est-ce que t'as eu un œil plus attentif sur l'une des Bah, c'est ça, déçu, on a pu l'être. Il y a eu le carton rouge de Bernardo Silva face au Real Madrid qui a plombé, on va le dire, le suspense. Un but de Vinicius rapidement. Donc déjà, le penalty sur la même action. Hein. C'est coup, ça. C'est c'est une ça. frappe de Vinicius Et qui un est arrêt de détournée Bernardo un Silva. peu trop volontairement de Silva du coude. Turpin qui allait revoir la VAR qui a donné carton rouge expulsion pour le Portugais et Vinicius derrière qui transforme le penalty. Donc là aussi, 11 contre 10 et 1-0, alors 4-0 au cumul. Suspense un peu à plat. C'est sûr, le suspense n'était plus là. On a même fait rentrer André Lounine côté Real Madrid à la mi-temps. Donc, l'insulte. Peut-être une gêne pour Courtois, j'espère pas. Mais oui, moi je retiens pas mal le Real Madrid étant un sympathisant madrilène. Donc je retiens la performance du Real Madrid. On les attendait en difficulté face à City et finalement ça déroule parfaitement. Il me plaît bien le petit nouveau. Il Ouais, parle du c'est Real pas mal. Madrid, Et pour toi, Théo Ben, moi, j'aime le sport, j'aime les belles histoires. Moi, je voulais que Bodo ils aillent plus loin, en fait. Moi, c'est ça. Je suis presque un peu déçu, comme je l'ai été par l'Ajax en 2019. C'est les histoires que j'aime. Voilà, moi, je vivre pas pour les gros clubs. Je vis pour les belles histoires du football, du sport. Donc, mais après, faut quand même tirer son chapeau au Sporting 5-0. C'est pas rien. Le faire à domicile, je pense que, franchement, c'est ce que j'appelle bien se rattraper. Tout simplement. C'était canon, voilà. Et il y avait encore du foot un peu plus tôt ces derniers temps, avec de la Ligue 1, évidemment, Aubin. Et oui, bien sûr, on fait un tour comme chaque semaine en Ligue 1 avec des surprises du côté de nos équipes nordistes. Le RC Lens s'est incliné 2-1 vendredi dernier face à Lorient au Moustoir. Cette défaite permet au PSG de rester leader avec un point d'avance sur les Artésiens. Lille a créé la surprise de son côté en renversant la série de victoires du Stade Rennais par une victoire dimanche soir 2-1. En déplacement dans la capitale bretonne, les Lillois s'imposent dès la 2e minute de jeu grâce à un but de Fernandez Pardo, suivi d'Haralson à la 47e. Une victoire au Roison Park qui permet de lancer une nouvelle dynamique, retrouver la 5e place et se rapprocher de l'OL, tenu en échec dimanche face au Havre 0-0. Des Lillois qui s'étaient inclinés quelques jours plus tôt en Ligue Europa, battus 1-0 par Aston Villa en 8e de finale aller,
Un triste résultat encore, comme on peut voir dans la prestation des deux équipes. À Pierre-Mauroy était faible. Un exploit qui reste à réaliser jeudi au Villa Park pour le match retour. Tout à fait. Dans la suite des résultats en Ligue 1, Marseille a timidement battu Auxerre 1-0 vendredi soir grâce au remplacement gagnant d'Abi Bey et le but à la 79e minute d'Amine Gouiri. Monaco a triomphé de Brest 2-0 et a enchaîné une 5e victoire de suite en championnat. Strasbourg et le Paris FC se sont neutralisés 0-0 à quelques jours du match retour de Conference League face au HNK Rijeka. Allez, un petit peu avec ce volet football, on va switcher vers l'Ovalie. Il y avait aussi du rugby, du beau spectacle et un match d'anthologie comme tu l'as décrit toi-même, Aubin. Oui, on passe désormais au rugby avec un tournoi destination et une grosse frayeur, on va pas se le cacher, qui s'est conclu finalement sur une très bonne note. Nos Français décrochent le titre destination face aux 15 de la Rose 48 à 46, pardon. Je vais pas y arriver. Pour les 120 ans du crunch, le 113e duel entre la France et l'Angleterre, les deux équipes ont inscrit 13 essais au total des deux côtés. Le spectacle du samedi soir a tenu toutes ses promesses, d'autant plus que les Français parviennent à arracher la victoire et conserver le titre. Essai transformé de Freeman à la 3e minute de la fin qui leur permet de revenir sur les Français au score. À 3 minutes de la fin plutôt. À 3 minutes de la fin. À la 3e minute, c'est très tôt, donc c'est plutôt à l'inverse. Oui, c'est vrai que ça fait un peu niche comme ça. Voilà, c'est un peu plus mieux. Dans ce sens-là, c'est mieux. C'est dans le Money Time, grâce à une pénalité transformée par Thomas Ramos, que les Français parviennent à remporter ce match. Le 15 du Trèfle avait rempli sa première mission quelques heures avant le match des Bleus en s'imposant face à l'Écosse 43-21. Les Irlandais ont alors espéré une défaite française pour soulever ce trophée. Pas de bol, Thomas Ramos s'en est mêlé à la dernière seconde. Et pour cette ultime journée du tournoi destination, on va retenir également la seule et unique victoire des Gallois face aux Italiens. Le 15 du Poireau remporte le match 31-17. Les Français remportent donc ce tournoi devant les Irlandais. Les Écossais, grâce à leur victoire face à nos Bleus, s'emparent de la 3e place, suivie de l'Italie avec 2 victoires, et de l'Angleterre et le Pays de Galles avec seulement 1 victoire chacun. On a transpiré, on a sué, on a failli pleurer. Est-ce que vous étiez tous devant votre écran samedi soir ? Je pense que oui, ou au stade. Obligatoire. Ou au stade. Qui était peut-être au stade, moi. Je ne savais pas quoi faire de mon week-end, j'ai regardé, il n'y avait pas d'événement dans le coin. Premier degré, je suis allé voir sur la billetterie Stade de France et j'étais à 2 doigts de me prendre une place pour aller voir. T'aurais dû. Bah, j'aurais pu, oui, je ne sais pas. Bon, Est-ce qu'il restait encore des places ? Bah, j'avais accès à des places, oui. Alors, 115 balles, hein, faut pas, C'est pas y croire. Mais en tout cas, a priori, ce scénario fou, cette victoire au bout du bout, cette pénalité à quoi 47, à peu près 45 mètres ça, de l'embut, et Thomas Ramos, on se dit, fastoche, quoi. Thomas En Ramos, tout cas, je pense que les Français se sont dit ça. C'est avoir un sacré coronesse, non, de jouer là-dessus. Après, déjà, c'est le crunch, hein. Globalement, c'est un des plus gros matchs qu'on joue chaque année, et la claquer comme ça, alors que tu peux perdre le titre là-dessus, c'est du grand Thomas Ramos, hein. Comme il a dit, il vit pour ça. Tous les buteurs vivent pour ça, pour ce genre de pénalité. Et c'est vrai que, je pense que on a transpiré, mais dans le fond, on était confiant, on savait qu'on allait la mettre. Fallait juste pas le dire trop tôt, globalement, parce que fallait pas porter malheur à Thomas Ramos, mais ouais, bon, on a gagné. Puis les Anglais ont perdu. Et ils sont avant-dernier. pour autant, dans le contenu, on a été longtemps inquiétés. Ils nous ont même fait très peur. Ces Français, en défense, ça ressemblait un peu à du gruyère. Hein. C'est ça, ils nous ont fait très peur sur l'impact physique. On a vu les Anglais, ils avaient qu'une seule envie, c'est vraiment pourrir l'ambiance. Parce que les Anglais, ils avaient plus d'enjeux, ils ont un petit peu loupé leur tournoi. Il y avait beaucoup d'attentes envers les Anglais. On les citait un peu comme des outsiders, un peu titiller la France. Mais ils ont loupé leur tournoi et voilà, contre la France, ça a été un gros duel et effectivement, les Français, on a été en retard sur beaucoup de duels, on s'est loupé dans beaucoup de plaquages. Au final, ça passe, hein, donc on peut que être content. Mais effectivement, la performance est, je vais pas dire inquiétante, mais ça a été plus que dur face aux Anglais.
Et la couronne reste française une année de plus. C'était la première fois depuis 19 ans qu'on n'avait pas réussi à conserver notre titre en tournoi destination. On switch de gros ballon ovale direction la petite balle jaune et le tennis. On va aller prendre le soleil en Californie avec toi, Aubin. C'est ça, dans l'actualité sportive déjà bien chargée de cette semaine, on retrouve aussi du tennis avec le Masters 1000 d'Indian Wells. Le 5e Grand Chelem, comme il est appelé par les amoureux de la balle jaune, a tenu toutes ses promesses, avec encore une fois du gros spectacle. Chez les hommes, l'Italien Yannick Sinner a remporté le tournoi en disposant du Russe Danil Medvedev en 2-7 au tie-break 7-6, 7-6. Chez les femmes, Arina Sabalenka est sortie vainqueur de son duel en 3-7 face à la Kazakh et numéro 3 mondiale Elena Rybakina, renversée 3-6, 6-3, 7-6 après une étoffante dernière manche. On reste dans les sports de raquettes, on réduit la taille, mais un exploit tout aussi grand, encore signé par un Français, un des frères Lunettes. Oui, on continue cette page résultat avec du tennis de table et le WTT Champions de Chongqing. Le cadet des Lebrun, Félix, remporte dimanche le tournoi face à une armada chinoise dans le tableau final, confronté à Wen Rubio, l'outsider de la compétition en bénéficiant d'une wildcard. Le Montpelliérain n'a pas flanché, il s'impose largement en 4-7 à 1. C'est sa deuxième victoire en carrière dans un tournoi du circuit WTT Champions, l'équivalent du Masters 1000 au tennis. Une performance XXL donc pour notre petit chouchou français. Ouais, je crois que c'est le premier non-chinois à remporter un tournoi majeur en Chine. Donc c'est dire comme quoi les frères Lunettes, plus que jamais... c'est dire l'exploit. C'est dire l'exploit de notre petit Féfé. On switch complet, là, on revient par chez nous en Europe avec des courses cyclistes qui battent leur plein, et des courses à étapes notamment, une qui allait vers le soleil. On l'a pas trop vu finalement le soleil sur Paris-Nice, Aubin. Oui, on l'a pas trop vu. On continue avec du cyclisme. C'était l'arrivée ce week-end du Paris-Nice et de la Tirreno Adriatico. Au Paris-Nice, Jonas Vingegaard fait razzia cette année et remporte cette édition avec une confortable avance de plus de 3 minutes. Il remporte également le maillot à pois, le maillot vert ainsi que 2 étapes. Un tour de prépa concluant pour le Danois qui a tout de même bénéficié de nombreux abandons de prétendants au titre comme Johan Ayuso, David Gogu ou Oscar Onley. Pour les Français, l'épreuve s'est terminée de la meilleure des manières, avec 2 victoires d'étape qui font elles aussi extrêmement plaisir. Dorian Godon s'est d'abord imposé au sprint samedi à Isola, étape raccourcie à cause des conditions météo, puis a été hérité par Lenny Martinez dimanche. Le Français a devancé Jonas Vingegaard dans un sprint à 2 dans le final. On continue avec la Tirreno Adriatico et on traverse à présent les Alpes. Le jeune Mexicain Isaac Del Toro a remporté ce tour de 40 à 42 secondes d'avance sur ses adversaires. Matteo Jorgensen et Giulio Pellizzari se retrouvent à la 2e et 3e place. Il remporte ainsi la 2e course par étape au circuit World Tour dans sa carrière après le Tour des Émirats en début d'année. Et du 2 € au 4 €, il n'y a qu'un pas. On retourne en Chine. On aurait pu y rester finalement pour parler un peu de Formule 1. C'était le 2e Grand Prix de la saison, Aubin. Oui, c'était le 2e Grand Prix de la saison qui s'est déroulé en Chine tôt dimanche matin. Kimi Antonelli a remporté pour la première fois de sa carrière un Grand Prix de F1 derrière son homologue chez Mercedes, George Russell, et Lewis Hamilton qui complète ce classement. 2 Français entrent dans la zone des points ce week-end. Il s'agit de Pierre Gasly avec Alpine qui décroche une très belle 6e place et Isaac Hadjar en difficulté en ce début de saison avec Red Bull qui termine 6e. À noter également dans la course au titre que Max Verstappen ainsi que les 2 McLaren de Lando Norris et Oscar Piastri n'ont pas terminé la course. Au classement, Mercedes s'envole avec ses 2 pilotes respectifs, 1er et 2e. George Russell garde le lead du classement la veille de la course grâce à sa victoire sur la course en sprint avec 51 points. Antonelli compte 47 points au classement général et Charles Leclerc le suit avec 34 points. Est-ce que ça vous plaît, vous, ces courses de Mario Kart version augmentée là, qu'on a depuis le début de saison? Non, premier degré, je t'ai vu un peu hocher. Ouais. T'es content en tout cas, toi, Adam, pour le podium de Lewis Hamilton. Moi, retour sur un podium pour Lewis Hamilton. Je suis un grand fan de Lewis Hamilton, donc j'ai pas mal pleuré ces 3-4 dernières années. Mais bon, c'est vrai qu'on entend pas mal de critiques. On dit que c'est un peu superficiel, les batailles. C'est vrai qu'à première vue, c'est génial quand on peut voir les 2 Ferrari se suivre, je sais pas, pendant 20 ou 30 tours, je sais plus, se partager les positions. Au premier Grand Prix, on avait vu aussi Russell, Leclerc, la bataille pour la première place.
On sent que c'est un peu superficiel avec ce système overtake, etc. On comprend pas tout en plus des fois à l'écran. Et je pense que les pilotes sont aussi en train d'apprivoiser le système. Mais le constat est assez clair pour l'instant. C'est juste 2 écuries qui se battent devant et le reste regarde. Bon, à voir si ça peut changer. On parle aussi du moteur Mercedes qui a un peu joué sur les règles en amont de la saison et qui devrait rectifier le tir au 1er juin prochain. On verra si ça pourra changer des choses d'ici là. D'autant que Théo a eu d'autres petites informations importantes dans cette saison de Formule 1 à distiller pendant les news. Exactement. Donc il en garde un peu sous le un peu de suspense, attention, on va pas te dire maintenant. Un peu de suspense. Et on finira ce volet résultat par les Jeux paralympiques, puisque ça y est, c'est terminé pour cette édition des sports d'hiver. Ouais, le week-end dernier a signé la fin des 14e Jeux paralympiques d'hiver à Milan-Cortina. Au classement des médailles, les Chinois ont largement dominé cette édition des Paralympiques avec 44 médailles, dont 15 en or. Ils sont suivis des Américains avec 13 titres pour 24 médailles au total. Et la délégation qui fait parler d'elle par sa participation vivement critiquée, la Russie, avec 8 médailles d'or pour 12 breloques. Du côté des Français, une déception tout de même avec une 6e place. Nos nationaux cumulent 12 médailles au total pour seulement 4 en or, 3 médailles sur les 12 pour Arthur Bauchet, dont 2 en or en ski alpin, une en or pour Karl Tabouret au 10 km et une en or également pour Cécile Hernandez en snowboard cross. On est bien loin de l'objectif des 18 médailles annoncées par l'Agence nationale du sport. Merci Aubin pour ce tour ultra riche et complet des résultats. On aura à cœur de suivre aussi d'ici 4 ans les prochains Jeux paralympiques qui auront lieu dans les Alpes françaises avec les Jeux olympiques. On pourra faire le bilan de tout ça. Je vous propose, messieurs, une petite respiration en musique. Peut-être que vous, ça vous ne parle pas, mais moi, j'ai commencé un peu à suivre dans la nuit de dimanche à lundi les Oscars. Voilà, donc je profite. Et en parlant d'Antonelli, qui est devenu le 2e plus jeune vainqueur de Grand Prix, ça m'est venu tout de suite une musique d'un film que j'aime beaucoup. Peut-être que certains connaissent Baby Driver. C'est un très bon film. Oui, je connais. Donc, je trouvais que le titre sonnait très bien avec Kimi Antonelli. Il a même pas 20 ans, il est plus jeune que vous, il gagne des Grands Prix de F1, vous allez faire quoi? Voilà, on s'écoute Baby Driver, Simon et Garfunkel, et on se retrouve juste après pour la suite du CSC, à tout de suite. Et de retour en direct sur Radio Campus Lille 106,6 pour la suite de ce Campus Sport Club, c'était Baby Driver, une chanson de Simon et Garfunkel, qui a été utilisée pour un film sorti en 2017. Donc je faisais le petit écho avec Monsieur Kimi Antonelli. On est de retour pour poursuivre cette émission. Après les traditionnels résultats, évidemment, les news avec Théo qui s'y colle ce soir. Les actus sportifs de la semaine, tout de suite dans le Campus Sport Club. Théo. Il nous est arrivé une terrible mésaventure Breaking News, exactement. Je devrais acheter un pad pour envoyer des musiques Breaking News, mais là on aurait bien fait chier Aubin pendant sa chronique. Une info majeure est tombée, soyons plus sérieux, pendant la chronique d'Aubin, et on va en parler tout de suite. Une immense décision a été actée par la CAF, la Confédération africaine de football. Tremblement de terre dans le football africain, puisque le Maroc est déclaré gagnant de la Coupe d'Afrique des Nations 2025, donc par la Confédération africaine de football, en raison donc de l'appel qu'avait disposé le Maroc à l'issue de la finale. L'appel ayant été jugé valide donc par la CAF, le Maroc est déclaré gagnant sur la base du règlement des articles 82 et 84 du règlement, qui stipule que si une équipe quitte le terrain avant la fin du match, le match sera considéré donc comme perdant pour l'équipe ayant quitté le terrain évidemment, et sera définitivement éliminé de la compétition. Le Maroc donc vient de gagner la CAN sur tapis vert 3-0, alors que, pour le rappel, le Maroc avait évidemment perdu cette CAN après une finale rocambolesque. Je ne sais pas si vous vous en rappelez, messieurs, mais on va y revenir exactement, un petit peu, évidemment. Des buts annulés, des buts à la 94e, un penalty, une Panenka loupée, enfin c'était quand même une match... C'était tout aussi irrespirable que France-Angleterre samedi soir. Exactement. On rappelle où elle est faite, c'est ça, donc il y a eu c'était lors du temps réglementaire, on parlait là du temps additionnel de la fin de match. Ce penalty donné au Maroc, avec cette Panenka ensuite qui sera manquée par Brahim Diaz. Et suite à cette décision arbitrale d'accorder ce penalty, c'est toute l'équipe et tout le staff du Sénégal qui avait essayé de quitter le terrain et de rentrer au vestiaire. C'est ça. Il n'y a que, entre guillemets, Sadio Mané qui était resté en personne le capitaine des Lions de la Teranga.
Et pour autant, il avait quand même lui aussi quitté le terrain, et donc, a priori, cette sanction était valable. C'était aussi ce qui était soulevé, il me semble, à l'époque. De se dire, il y avait quand même Sadio Mané dans les parages. Est-ce que tout le monde est parti, entre guillemets? Vous comprenez ici la réaction, cette décision finale, et qu'elle soit actée en mars? On est quand même 2 mois après. Hein, le délai est assez fou quand même, parce que 2 mois après, on a Walid Regragui qui vient juste de quitter son poste, qui est remplacé par un autre sélectionneur. Donc quid de cette décision? Quid de la réaction du Maroc? Enfin, la décision 2 mois après, elle est complètement folle. Je pense que c'est légitime, parce qu'on peut comprendre la frustration de Pabio et ses troupes à ce moment, parce qu'on peut penser que c'est un vol un petit peu, ce penalty, chacun fera son avis, mais de là à quitter le terrain, c'est inacceptable. Et on avait vu Claude Leroy, grand homme du football africain, conseiller à Sadio Mané, mais retournez sur le terrain les gars, quoi, faut jouer. C'est vrai, il avait aussi écouté les conseils de ce bon monsieur Leroy. Et à la fin, du coup, c'est ce Maroc qui récupère, donc qui gagne la compétition, c'était 50 ans après leur dernière victoire. 76, ça commence à dater. Est-ce que pour autant, vous pensez que les Marocains vont la célébrer comme une victoire? Cette décision, oui et non ou... C'est dur. Je trouve ça quand même assez dur pour les Marocains de pouvoir célébrer. Imaginez, on nous rend français, en tant que français, on nous rend la Coupe du Monde 2022 pour un prétexte ouf. Est-ce que là, vous, aujourd'hui, avec le temps écoulé, vous la savourez comme une vraie victoire? Non. Aujourd'hui, avec. Est-ce que vous pensez, vous, que par contre, les Marocains sont capables de la célébrer comme une vraie victoire après 50 ans d'attente aussi? Non, il y a peut-être ce biais, voilà. Le match est perdu. Enfin, je suis pas marocain, mais si je l'étais, le match est perdu. Au bout d'un moment, ça fait 2 mois. Je pense que les Marocains ont essayé, en tout cas, d'oublier la finale. Et là, se la rappeler en disant, celle-là, on l'a gagnée, alors qu'ils l'ont perdue sportivement, c'est trop bizarre. Je comprends pas comment on peut célébrer ça. Enfin, ils vont être contents parce que voilà, c'est un trophée en plus. On vient de l'apprendre, ça a été acté là, 22h50 dans les dernières heures, donc il faudra aussi voir les conséquences demain de tout ça. Peut-être qu'on en reparlera la semaine prochaine, il y aura peut-être des contre-ordres, on ne sait pas, avec le football africain. Il y a aussi son lot de règles, d'arbitrage. On a déjà vu des matchs sifflés à la 86e comme étant finis, donc on n'est jamais à l'abri de petites folies. On va revenir sur d'autres finales, Théo, dans le reste de l'actualité. En fait, on parle que de finales. Mais on adore les finales. On adore les finales ce soir. Et on va parler de ce que tu as défini comme étant la plus belle des finales, la plus belle des compétitions. Exactement, nous avons appris aujourd'hui que le verdict de la Coupe de France sera rendu donc le vendredi 22 mai prochain, donc au Stade de France, et non le samedi 23, comme c'était initialement prévu. Donc cette décision a été modifiée par la Fédération française de football, en raison des travaux donc sur le Grand Paris Express qui fermera donc les lignes RER B et D le 23 mai, des lignes qui permettent évidemment d'accéder au Stade de France. Donc la finale se jouera en même temps qu'une autre finale, celle de la Challenge Cup, donc qui est l'équivalent à peu près de l'Europa League du rugby, diffusée également sur les antennes de France Télévisions, ce qui peut potentiellement donner lieu à un beau multiplex. Messieurs, le samedi 23 mai, il faudra être branché. Globalement, en cas donc d'impossibilité de jouer dans l'enceinte dionysienne, la FFF envisageait donc de jouer au Groupama Stadium à Lyon. La finale donc pourrait cette année se jouer entre Nice, Toulouse, Strasbourg ou Lens. On verra qui va gagner, mais chacun sa petite pièce. Voilà, moi je dis pas mon vainqueur, ça sera Lens. Mais voilà. C'est habilement glissé. De finale, il n'y en aura pas en revanche entre l'Espagne et l'Argentine. Et oui, la finalissima, le match opposant les Espagnols, donc vainqueurs de l'Euro 2024, et les Argentins, les vainqueurs de la dernière Copa América, a été annulé par l'UEFA ce dimanche, un report notamment dû au lieu du match qui devait se jouer à Doha au Qatar le 27 mars. Plusieurs solutions ont pourtant été mises sur la table. La fédération espagnole a proposé de délocaliser la rencontre à Madrid, ou même de jouer la finale sur un terrain neutre en Europe, de faire une double confrontation, aller-retour, un match en Espagne, un match en Argentine, des propositions qui ont été toutes refusées par l'Albiceleste. Les vainqueurs donc de la dernière édition préféreraient jouer, eux, après la Coupe du Monde, fin juillet, si ce n'était le 31 mars, une période qui ne matchait pas du tout avec le calendrier espagnol. L'Espagne était prête à jouer comme toujours, elle n'a posé aucune condition, dénonce le communiqué de l'UEFA. En remplacement, donc la Roja affrontera la Serbie le 27 mars, toujours l'accent, ce cadeau, et l'Argentine affrontera quant à elle le Guatemala à domicile le 31 mars. Vous comprenez ça aussi, que l'Argentine n'ait pas trouvé d'accord avec l'Espagne et l'UEFA?
C'est compréhensible au vu des calendriers toujours difficiles à matcher, mais bon, on voulait le voir ce match. Sûrement des meilleures équipes. On a l'équipe de France, bien sûr, mais 2 des meilleures équipes du monde. On voulait les voir s'affronter. Dommage que l'Argentine n'ait pas pu trouver un terrain d'entente parce que ça aurait été un sacré match. Ouais, mais moi je me mets même à la place des Argentins, que l'Argentine, alors qu'il y avait des possibles, enfin, l'offre de double confrontation, c'est pas ça. déconnant. On a une fenêtre là internationale, et généralement toutes les nations jouent 2 matchs. Si tu peux annuler le deuxième match et dire c'est simple, la double confrontation c'est Espagne-Argentine et ça reste quand même un des matchs qui valent pour se préparer à la Coupe du Monde. On n'affronte pas des plans bec en face, quoi. Donc je trouve que c'est un peu dommage, c'est même presque mal joué de la part des champions du monde, des vainqueurs de la dernière Coupe du Monde. C'est difficilement compréhensible, quoi, je trouve. Bon, tant pis. Ils se dégonflent, ils ont peur, voilà. C'est ça, les gens qui jouent avec la peur. Dis les termes. On finira ce volet football aussi avec une autre nouvelle qui concerne justement la prochaine Coupe du Monde, ce Mondial 2026. C'est une équipe qui essaie encore de négocier pour venir. Exactement, parce qu'en raison du conflit au Moyen-Orient, l'Iran, donc un des participants de la prochaine Coupe du Monde, qui se déroule conjointement au Mexique, aux États-Unis et au Canada du 11 juin au 19 juillet, avait annoncé ne pas vouloir jouer aux États-Unis, étant donné que Trump a clairement déclaré ne pas pouvoir garantir la sécurité de l'équipe nationale iranienne. Nous nous rendrons clairement pas aux États-Unis, a déclaré Mehdi-Taj, le président de la fédération iranienne sur X. Pensionnaire du groupe G, l'Iran a notamment 3 matchs de prévus aux États-Unis, l'un le 15 juin face à la Nouvelle-Zélande à Los Angeles, un second le 21 juin dans la même ville, puis un troisième évidemment à Seattle le 26 juin contre l'Égypte. Pour pouvoir tout de même participer, donc l'Iran pourrait disputer tous ses matchs au Mexique, qui dit être prêt à accueillir la sélection iranienne, selon la présidente du Mexique, Claudia Sheinbaum, je sais pas, en conférence de presse ce mardi. Donc potentiellement l'Iran pourrait venir, mais uniquement en jouant au Mexique. Ça paraît réalisable, irréalisable, je sais pas, mais c'est en tout cas ce que veut la sélection iranienne. C'est un gros micmac en tout cas, puisque Exactement. Ça oblige les adversaires à aller aussi jouer au Mexique. Et exactement. chacun a aussi concentré ses bases et son centre, sa base pour s'installer pendant la compétition en fonction des lieux. Comme les Français ont choisi Boston, puisqu'on joue tous nos matchs au niveau du nord-est, forcément je pense que ça serait un peu aussi amputé. Donc ces adversaires-là, l'Égypte, la Nouvelle-Zélande ou la Belgique, ça serait un peu triste dans tout ça. Ça serait dommage. Je parlais tout à l'heure d'infos à propos de la F1, puisqu'on reste Exactement, toujours en raison de ce conflit du Moyen-Orient. Il y a eu des grosses décisions actées, et pas qu'en F1, aussi dans les sports mécaniques. Exactement, le conflit finalement qui touche tous les sports, et notamment les sports mécaniques, parce que ce samedi, donc pendant le Grand Prix de Chine, 2 Grands Prix, eux, n'ont pas pris le départ de la course, car c'est à contre-cœur que Stefano Domenicali, le patron de la Formule 1, a décidé d'annuler les Grands Prix de Bahreïn et d'Arabie Saoudite, en raison donc du conflit actuel au Proche-Orient entre les États-Unis et l'Iran. Les courses étaient prévues donc respectivement le week-end du 11-12 avril et du 18-19 avril. Il n'y aura donc pas de Formule 1 entre le Grand Prix de Suzuka le 29 mars et celui de Miami qui est prévu le 3 mai, faute de circuit de remplacement notamment, qui n'étaient pas prêts à mettre le même billet sur la table que le Bahreïn et l'Arabie Saoudite, étonnamment. Malgré donc que ce soit une décision difficile à prendre, c'est malheureusement la bonne compte tenu de la situation au Moyen-Orient, a assuré le patron de la F1 dans un communiqué. Il ne faut également pas oublier que les 2 derniers Grands Prix de la saison se déroulent également dans cette région, avec le Grand Prix du Qatar et le Grand Prix d'Abu Dhabi, tous deux dans des zones très proches évidemment de ce conflit. Et le Grand Prix du Moto également, qui devait se dérouler au Qatar, donc le 12 avril prochain, a lui été décalé au 8 novembre, soit avant les 2 dernières courses de la saison, au Portugal et à Valence, qui quant à elles ont été décalées d'1 semaine. Donc voilà, tout simplement un conflit finalement qui joue dans tous les tableaux. Ouais, et notamment dans le monde du sport, et on voit que la MotoGP a pu s'adapter un peu plus facilement. Exactement, la MotoGP s'est adaptée, la Formule 1 elle a tout annulé. Ouais, et puis, comme tu as dit, des questions d'argent, vous comprenez cette décision On parle d'annuler, à mon avis, je pense qu'on était sur des saisons records à 24 Grands Prix, réduire à 22, est-ce que c'est tout aussi impactant que... Ce qui a été acté, c'est que en l'état, on peut pas disputer les courses à Bahreïn et puis en Arabie Saoudite. Alors, je crois que ce qui a été dit, c'est que potentiellement, c'est annulé, mais s'il y a un moyen de décaler une date ultérieurement, c'est pas une décision qui a l'air actée. C'est ça. Mais niveau organisation, c'est quasiment impossible. Tu l'as dit, 24 courses et un calendrier hyper chargé. Et je pense que niveau sécurité, c'était la bonne décision. C'est triste, mais en un mois, c'est impossible d'organiser un Grand Prix, je sais pas, à Portimao ou à Imola. On aurait rêvé en Italie, un retour en Italie où
Portugal, mais c'est impossible niveau Et organisation. là, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure par rapport au moteur Mercedes qui doit changer sa réglementation au 1er juin. Ça fait 2 Grands Prix où Mercedes ne pourrait pas capitaliser sur son avantage et marquer des points. Là aussi, ça peut être un petit tournant, je trouve. Est-ce que vous rejoignez, toi Théo aussi Ça laisse 2 grands prix aux autres écuries aussi pour bosser et leur tout le mois moteur à d'avril, eux. tout le mois d'avril, Exactement. comme tu l'as dit. Ça leur laisse aux autres écuries donc beaucoup de temps finalement pour travailler leur voiture, peut-être même pour certaines écuries comme Aston Martin qui ont vraiment beaucoup de mal à se remettre finalement dans le bain, à se remettre dans le jus, et voilà, peut-être que ça va nous donner une deuxième partie de saison beaucoup plus alléchante. Enfin, alléchante, je sais pas, mais en tout cas beaucoup plus, on va dire, diversifiée, équilibrée, que ce qu'on a eu au début de saison. Avec un peu plus de suspense. Et je te Exactement. laisserai conclure, Théo, par le chiffre de ton choix. On avait 2 infos sous le coude. Je te laisse choisir si tu préfères 6m31 ou 83 points. Je préfère 83 points. Allez, vas-y. C'est pas parce que j'ai pas bossé les 6m31, hein, mais Allez. c'est juste parce que j'adore le basket. Mais donc 83 points, c'est le chiffre de la semaine et il nous vient tout droit donc de la NBA. En effet, dans la nuit de mardi dernier, Bam Adebayo, l'intérieur du Miami Heat, a dépassé presque tous les records dans le match qui opposait sa franchise aux Wizards de Washington, remporté donc par les Floridiens. Il a signé la 2e meilleure performance de l'histoire en inscrivant 83 points, dont 36 lancers francs. Il dépasse donc le record de Kobe Bryant avec ses 81 points, mais il reste très loin du record, évidemment, à 3 chiffres de Wilt Chamberlain avec 100 points marqués avec les Philadelphia Warriors contre les New York Knicks en 1962. Donc c'est le plus grand record de l'histoire du 21e siècle. J'avais 2 ans, ouais. Ouais, décidément, moi j'en avais 4, mais après c'est pas une compétition. Donc c'est une performance magistrale, d'autant plus qu'il aurait pu encore faire mieux, parce qu'il n'a inscrit que 20, il est qu'à 20 sur 43 au tir, donc il a loupé plus la moitié de ses tirs. Donc ça veut dire qu'à tout moment, s'il avait été un peu meilleur, parce qu'il a 83 qui points. reste des pourcentages qui ressemblaient à ceux de Kobe à l'époque. Voilà. Exactement. Mais Kobe avait inscrit plus de paniers et moins de lancers francs, c'est aussi ce qui fait un peu grincer un peu les dents. ouais, voilà ça. Mais sur ce petit ça reste record. quand même un record exceptionnel. Hein. C'est 83 points, c'est pas rien. Mais c'est inscrit dans les livres d'histoire, c'est fait. Voilà, Ça y est, on ne pourra il rien a y son changer. nom, On ne pourra rien y changer jusqu'à ce que la CAF y mette son nez. Selon l'article 43, visiblement, c'est tout annulé. Il n'est plus basketteur. 36 lancers francs, c'est invalidé, monsieur. Ça n'existe pas. Voilà, merci en tout cas Théo pour ces news. On va pouvoir passer quelques minutes, un peu moins que prévu, mais on va quand même prendre quelques minutes pour le petit moment débat du soir. Je vous avais proposé quelques idées de sujets et on parle de la prochaine fenêtre internationale. Et donc cette fenêtre internationale qui va aussi concerner l'équipe de France d'un certain Didier Deschamps. Il y a Deschamps qui commence à compter les matchs, hein, puisqu'il est censé aller jusqu'à la fin de son mandat après la Coupe du Monde, en tout cas à partir de la fin de parcours de l'équipe de France au Mondial. On se prête au jeu de savoir quelle est la possible liste qu'il va annoncer cette semaine, et peut-être en vue aussi du Mondial 2026, des noms qui, pour vous, ont leur place ici. Messieurs, si je m'appuie, on va faire peut-être liste ligne par ligne, hein, ça sera peut-être beaucoup plus simple dans ce sens-là. Pour ce qui est des gardiens, je pense que c'est l'endroit qui pose pas trop de questions. Même si, je suis sûr que j'ai pas des choses à dire. Et à savoir qu'il faudra voir dans votre argumentaire si vous mettez à la place de Deschamps ou si vous mettez à votre place et que vous voulez. Parce que moi, je me suis mis quand même dans une position de quelle est la liste que va annoncer Deschamps. C'était ça pour moi la problématique. Donc je me mets à la place du sélectionneur et je reste sur Mike Maignan, Brice Samba, Lucas Chevalier qui sont les 3 récurrents de ces derniers temps. Même si je sais que le 3e cité, à mon avis, pour certains, il a un peu sauté de la liste. Qui n'a pas pris. Oui, levez les mains. Personne ne vous voit. Il a sauté. Personne ne vous voit, mais ici, donc Maël et Aubin, vous gardez les 3 ? Ouais, moi j'ai pris ces 3-là. Ouais, les 3, Aubin, tu. Ah, moi, Lucas Chevalier, j'ai des doutes encore. Oui, moi, j'aurais changé. Mais t'hésites, hein, le 3e gardien, il y a un petit doute là quand même. T'as pas levé la main. J'aurais dû lever la main. Mais t'as hésité. Et ici, vous mettez qui alors ? Et moi, je mets le jeune Robin Risser. Il impressionne avec Lens cette saison et je le trouve phénoménal. Et là-bas ? Moi, j'aime bien le rock'n'roll. Moi, c'est Brice Samba que j'enlève. Et je mets Alphonse Areola. Je suis pareil, j'enlève Brice Samba aussi. Moi, je mets Alphonse Areola. Ouais. Alors, c'est là où je comprends que dans les performances, par contre, Areola, faudra peut-être. Il joue pas non plus, Areola. Faudra mettre des lunettes. Pour l'expérience. Oui, ok. C'est un homme, il a gagné la Coupe du Monde. C'est un homme d'expérience. Il faut des hommes d'expérience dans une équipe. Bien sûr. Voilà, pourquoi pas. Et bien dit l'ami. Et Robin Risser, c'est vrai que ça reste la question. Je pense que dans le processus, en tout cas Didier Deschamps, je voyais mal. Même si Lucas Chevalier, par contre, peut-être une chose est sûre, c'est que s'il fait appel aux 3, Lucas Chevalier, c'est pas insensible, c'est pas impossible qu'il soit relégué 3e gardien. C'est possible, Ah, effectivement. À mon avis. Il joue pas, donc. Ah oui.
Après, moi j'ai enlevé Lucas Chevalier, mais c'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis. Si on prend le prisme de Deschamps, oui, ce sera très probablement Maignan, Samba et puis De Chevalier. toute façon, je pense qu'il croise les doigts pour que Maignan soit pas pété. C'est ça. Là, effectivement. D'ici le mondial. Pour ce qui est des défenseurs, est-ce qu'il y en a certains qui sont fiers d'avoir glissé des noms qui sortent un peu du fond du chapeau ou là, Théo, il est déjà tout sourire. Aubin, t'avais glissé quelqu'un à tes yeux ou... Rien de spécial, pas de petits nouveaux. Pas de petits nouveaux, voilà, en tout Pas de cas. petits nouveaux. Maël, Moi, j'en ai 2. t'en as 2, vas-y. J'ai Lenny Yoro Ouais. et Guy Ladoué. Ok. Et t'enlèves qui latéral droit? J'ai gardé Koundé à droite. Ok. Donne tous tes défenseurs. J'ai pris Upamecano, Koundé, Konaté, Digne, Saliba, Malo Gusto, Yoro, Doué et Théo Hernandez. Oh, t'en as oublié. D'accord. Ah, bah, Moi, j'aurais rajouté Wesley Fofana. Exactement. 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 Alors vous avez mis a priori Wesley Fofana. Oui. Ouais. ça. Les frères en rose, là, parce que maintenant vous êtes... toujours les gens ne le voient pas, mais c'est quand même marrant de faire des réflexions là-dessus. Vous, Wesley Fofana, vous êtes quasi certain qu'il est... il peut être appelé dans jeudi, on parle de jeudi. S'il se blesse pas, il sera là. On l'a vu, on s'en souvient. Il avait annulé des fiançailles pour venir à un rassemblement. Donc on voit que Didier Deschamps lui fait beaucoup confiance. Donc, je pense qu'il fera appel à lui s'il est fit physiquement. Ok. Oui. Et moi, quand même, voilà, j'aime la Ligue 1. Je pense qu'il faut qu'elle soit représentée aussi en équipe de France. Monsieur Mathieu Hudol, Eh oui, moi première aussi. sélection pour vous, Monsieur Mathieu Hudol. Venez avec moi. On manque de latéraux et je pense que. Ok, dans la même logique que Robin Risser, les Français qui Voilà. marchent bien à Lens notamment, Mathieu Hudol, latéral gauche, qui du coup par contre n'occuperait pas le poste, enfin dans un système de Deschamps c'est un peu compliqué. Avec Deschamps on a du mal à savoir si on joue à 5, à 4, à 3, Ouais. et on a un peu de mal, donc pourquoi pas aussi lui aussi se mettre à l'esprit de dans ces cas je peux aussi évoluer avec des vrais pistons si je fais appel à un profil comme Mathieu Hudol, sachant qu'à gauche ces derniers temps il y avait aussi toujours en suspens la solution Théo Hernandez qui est parti jouer en Arabie Saoudite à Al Hilal. Il s'est un peu aussi perdu là-bas, on ne sait pas, mais il a toujours une place dans le cœur de Deschamps, il aime bien toujours ses anciens. Je notais aussi pourquoi pas avec les pépins physiques de Jules Koundé, un Benjamin Pavard qui peut toujours dépanner au centre et à droite, mais juste pour ce rassemblement-là, on parle vraiment par compensation. Et j'avais noté aussi en centrale Pierre Kaloulou qui peut Effectivement. très bien J'y ai aussi, pensé aussi, avec la j'ai- Juventus, une équipe très défensive. Deschamps connaît très bien le football italien, et donc il sait Il aussi a joué très à bien Juventus, la ouais. pour ces joueurs-là. Pour le reste, je pense que Dayot Upamecano, William Saliba, Ibrahima Konaté en centrale, ça reste des valeurs sûres, plus ou moins de Didier Deschamps. Ça reste, voilà, je vois le petit hochement de tête, mais ça dépend les jours, ça dépend, voilà. Ouais. Et puis pour le reste, on verra, il y aura toujours ces interrogations du coup sur les côtés. Milieu de terrain, est-ce qu'il y en a certains qui se sont aventurés à en prendre beaucoup, sachant que lors des derniers rassemblements, il n'y avait pas par exemple Aurélien Tchouaméni et Adrien Rabiot, Mhm. parce que vous les mettez déjà dans Ouais, votre liste. Bah, c'était par circonstance qu'ils étaient pas T'as là. pas mis Rabiot? Non. Non, Moi non impose-toi. plus. Moi non vas-y, plus, j'ai dis pas que mis tu Rabiot. prends Rabiot. Que Véronique. Parce qu'il qu'est-ce que s'appelle Véronique va Adrien, dire c'est ça? Non, j'ai pas mis Adrien Rabiot. Par contre, il y en a un que j'aurais aimé voir en équipe de France, c'est Magnès Akliouche. Ouais, bah, il a Qui est déjà en été très très bonne forme. en Il ce avait moment. déjà été appelé. Il avait déjà été appelé, ouais. Mais il est plutôt... Enfin, ça dépend. Là aussi, on joue avec les mots qui sont des milieux, qui sont des... Ouais, plutôt il est droit, Magnès. d'accord. Ouais, Ouais. je vous le dis, dans ma liste des milieux, j'ai inscrit en dessous, est-ce que Warren peut être aussi appelé comme étant un défenseur? Warren moi, j'ai- Zaïre-Emery, moi, je mets en tant que- pourrait-il être appelé pour défenseur. considéré défenseur latéral droit Ah, par ouais. Deschamps pour s'offrir une sorte de crédit de je sais plus qui prendre en défense sur les Oui. côtés, donc là pour le prends- rassemblement Moi, je pense qu'il y a de la matière à droite et je pense que Warren il peut avoir sa place au milieu. Ouais, oui, je pense qu'il faut pas Ah, faire il jouer au latéral droit. C'est des joueurs qui doivent jouer au milieu. Puis des c'est un gars comme système Warren, spécifique c'est- au PSG quand même, Oui, il faut le mentionner. C'est très Ouais. compliqué. Mais du coup, je me posais même cette question, à savoir aussi donc des joueurs dans la balance, N'Golo Kanté, qui Oui. est aussi en Ouais. Arabie Saoudite, J'ai qui mis, moi. peut encore être de ce rassemblement-là. Oui. Eduardo Camavinga avec le Real Madrid Bien qui sûr. marche Aussi, bien suffisamment en tout cas. Mm. Manu Koné à l'AS Roma qui reste Mhm. un des joueurs Oui. Je l'ai surtout mis. appelé depuis pas mal de rassemblements. Titulaire beaucoup. Le crack. Et titulaire, et donc toujours quid de Corentin Tolisso par exemple, qui est quand même l'un des meilleurs milieux français du moment statistiquement parlant, mais a priori boudé toujours par Didier Deschamps. Est-ce que vous verrez un Tolisso là comme ça sorti du chapeau du sélectionneur? Moi je l'ai mis en balance avec Adrien Rabiot. Si je me Moi mets aussi. sous le prisme Deschamps, c'est Rabiot. Et si je me mets sous mon prisme, ce sera Tolisso. Mais évidemment, je kiffe ce joueur.
Je kiffe. Et on va devoir finir, on va aborder pour conclure quelque chose qui nous fait toujours plaisir et en même temps qui nous énerve un peu, la liste des attaquants, entre guillemets. Dans les milieux, par exemple, on pourrait glisser un Michael Olise comme on pourrait glisser attaquant, ça on verra bien sûr. Mais Michael Olise, lui, par contre, devrait, dans tous les cas, à mon avis, faire partie de la liste. Clairement. Un des meilleurs joueurs offensifs. Il est stratosphérique au Bayern. Maintenant, il y a forcément des gens qui peuvent pas avoir leur place alors que la France a un vivier énorme d'attaquants. Est-ce que déjà, pour vous, par rapport à sa situation physique, Kylian Mbappé va être présent ou pas sur ce rassemblement? Il est rentré tout à l'heure, tu disais. Oui, gros sprint, donc apparemment ça a l'air de tenir. Il a fait semblant. Il a fait semblant. Sérieusement, pour vous, Kylian, donc plutôt. Oui, en plus. Non. Moi, j'aurais dit oui quand même. Oui, là-bas. Moi, c'est important d'avoir des joueurs d'expérience. Si. C'est une grosse tournée. Il y a des attentes niveau sponsoring et tout. Je pense qu'il doit être là. Je pense aussi que par rapport au camp de base des Bleus, Boston, s'imprégner des lieux et que c'est le capitaine, pour moi, il y aura une obligation un peu. C'est ça. Même s'il joue pas, il faudrait qu'il vienne. Par contre, c'est pas dit qu'il joue. J'étais sur cette logique sur le banc. Ouais, c'est ce que je me disais, enfin, c'est la question que je me posais. Mais il sera dans les. De toute façon, 26, même pour Deschamps, parfois c'est trop. Il en donne que 25. Oui, il donne 25 en général. Donc là, le 26e, si c'est Mbappé. Ouais, pourquoi pas. Et pour les autres attaquants, est-ce que vous mettez, la triplette parisienne d'office, par exemple, Barcola, Doué, Dembélé? Obligé. Vous les mettez tous. Donc déjà, on prend déjà beaucoup de place, là. On est là-dessus. C'est 4. Pour ce qui est des vrais neufs, il y a toujours ce débat. Marcus Thuram, Hugo Ekitike, Jean-Philippe Mateta. Le dernier cité, Mateta, revient de blessure. Donc lui, c'est mon avis, il sera pas de là. Est-ce que Ekitike, Thuram, vous avez un nom comme ça? T'en as oublié un, je pense. Non, des purs neufs? Ouais. Randall Colomani. Non. Allez, Si. Randall. Si, monsieur. Mais si, mais moi je crois en lui. Je ne croyais pas en lui, mais il faut croire en lui. J'ai rien contre lui. Je pense que dans la hiérarchie, il a chuté là. S'il faut choisir, tu prends. Après, c'est vrai que par contre, dans le cœur d'Didier Deschamps, même moi je me contredis, mais dans le cœur d'Didier Deschamps, il y a des chances qu'il soit toujours. Oui. Il sauve l'équipe de France à l'Euro 2024. Il est là quand il faut. C'est bon, excusez-moi, mais Randall Colomani. Oublions cet Euro 2024. J'aime ce mec de tout mon Excuse-moi, cœur. mais Giroud, il a sauvé l'équipe de France à l'Euro 2016. Trezeguet, il est pas là non plus. Je suis dégoûté. J'aime Randall Colomani. Il sera dans ma liste s'il le faut. Donc je l'emmène avec moi partout. Moi, je mets le Reds. Je mets Ekitike qui n'arrête pas d'impressionner en première ligue. Avec Thuram ou non? Thuram est en balance avec Christopher Nkunku, moi. C'est un petit peu deux profils hybrides. Et je pense que si on doit prendre un 7e attaquant, ce sera Nkunku ou Thuram. Avec je l'avais même pas vu dans ma propre liste. Ryan Cherki, pareil, milieu. Obligé, Ryan Cherki. Ryan Cherki, je pense que là-dessus, on est bien. En attaque, il y a toujours 2-3 noms qui peuvent switcher. Tu penses à Kliouche, qui avait été appelé comme attaquant lors du précédent rassemblement. Attaquant milieu, ouais. Voilà. Et moi, j'en ai rajouté un en plus. J'ai mis Thauvin aussi. Toi, tu veux Thauvin? Ouais. On fait la triplette lançoise. Toi, Robin Risser, franchement, Thauvin, il fait une super. Enfin, là, cette saison, elle est vraiment bonne à Lens. Il a aussi pris en test l'automne dernier. Il l'a fait revenir. Il avait marqué 10 ans après. Non, je sais plus. C'est vrai. 10 ans. J'abuse totalement. Il y a eu une histoire comme ça, mais. Non, c'était sa 11e sélection, je crois. Il avait marqué pour sa 10e et sa 11e sélection, donc, mais ça faisait. C'est des sélections très très espacées dans le temps, quoi. C'est 2019, donc ça faisait 6 ans. Ça faisait longtemps. 6 ans, voilà. Donc Thauvin. Ouais. Tu fais sauter qui parce que là, ça fait beaucoup d'attaquants. Moi de base, je l'avais mis plutôt en milieu parce que j'avais vu que c'était plutôt un milieu offensif, on va dire. 10, plutôt 10. Donc, 10, ça peut être une bonne alternative. J'avais mis en milieu après. Bon, la concurrence est rude. Ouais, c'est ça, c'est difficile, quoi. Ça nous fait plaisir et en même temps, faudra, à mon avis, on va aussi devoir ensuite juger en avril-mai des formes de chacun et peut-être des pépins physiques qui font toujours de terribles, comment dire ça, des très malheureux, quoi. Comme Dimitri Payet à une époque, Laurent Koscielny, c'est ça. C'est des joueurs comme ça. Bon, messieurs, joueurs, on cause, on a débordé. Il n'y aura pas de deuxième pause musicale. Voilà, comme ça, on va pouvoir aborder tout de suite le vif du sujet. Ouais, tu vois, on n'a pas le temps. On est chaud. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Je me tourne vers celui qui fait sa première ce soir. Adam, qui est venu avec un portrait dans ses valises. On va rester toujours quand même par rapport à la musique que j'avais évoquée tout à l'heure, Baby Driver. On parlait de Kimi Antonelli, le deuxième plus jeune vainqueur de l'histoire de la F1 derrière Max Verstappen, mais il y a un autre pilote Mercedes qui domine pour l'instant le championnat à ce début de saison, c'est George Russell. Et oui, Adrien, retour de la Formule 1 oblige, je me devais de revenir sur un des meilleurs pilotes de la grille actuellement.
George Russell, le pilote de 28 ans, est l'actuel leader du championnat du monde. Et cette année, c'est peut-être la chance de sa vie, celle de devenir champion du monde de Formule 1. C'est un rêve, on le sait tous, qu'il a depuis petit, mais qui ne serait qu'en fait la suite logique d'un parcours aussi linéaire que prometteur. George Russell est actuellement le leader de l'écurie Mercedes et c'est tout sauf un hasard. C'est en fait un pur produit de l'académie. Dès l'âge de 16 ans, il a obtenu le soutien de l'écurie allemande, ce qui lui a permis de continuer sa carrière en monoplace parce qu'en sport automobile, c'est très coûteux une carrière. Et ici, on peut déjà faire un parallèle avec un certain Lewis Hamilton, puisque le septuple champion du monde a lui aussi été soutenu dès le plus jeune âge par McLaren, une écurie affiliée à Mercedes. Et si aujourd'hui Russell est vu comme son digne successeur, il a dû prendre un petit peu son mal en patience, d'abord placé chez l'équipe amie Williams, motorisée par Mercedes, dans laquelle il a dû faire un petit peu ses preuves. Pendant 3 ans, il a dû rouler sa bosse. Et ce n'est qu'après le départ de Valtteri Bottas en 2022 qu'il a enfin accédé à un poste de titulaire dans l'écurie mère. Et à ce moment-là, il se retrouve avec le grand champion. Et il avait face à lui un grand défi, du coup, apprendre à côté d'un des plus grands du sport, ne pas être submergé par l'enjeu. C'est ça, il y avait d'un côté la joie et l'euphorie de rejoindre la grande équipe, mais de l'autre, il y avait aussi la pression à ne pas subir. Faire face à Lewis Hamilton et être aux côtés de Lewis Hamilton, c'est un énorme challenge, sûrement le plus grand dans le sport automobile. Mais le jeune Britannique n'a pas eu froid aux yeux. Dès la première année, il bat son coéquipier, alors avec des circonstances assez spéciales, mais il a réitéré cette performance la 3e saison, la dernière d'Hamilton. Et on attend aujourd'hui de lui qu'il prenne fièrement ce rôle de leader qui lui tend les bras maintenant que la légende est partie chez Ferrari. Et justement, est-ce que ça ne serait pas enfin son heure en cette saison 2026 ? C'est en tout cas ce que tout le monde dit et sûrement à juste titre. Tout l'hiver, on a entendu un petit peu des rumeurs sur la probable avance qu'aurait Mercedes concernant la partie moteur. Et messieurs, est-ce que ça ne nous rappelle pas quelque chose ? 10 ans en arrière, c'était en 2014, l'ère hybride, où Mercedes avait également sorti un énorme moteur, une voiture qui surdominait tout. Et là, les flèches d'argent réitèrent la même chose, ce sont des véritables fusées. En ce début de saison, Aubin l'a dit, Antonelli a survolé. Théo s'en souvient très bien, il avait 50 ans à peu près. Ouais, non, C'est ça. 53, je crois. Oui, c'est pardon. pas grave. Je suis pas dans les calculs. Mauvais calcul, c'est C'est pas parce que, voilà. Bref. Non mais c'est ça, et Antonelli qui est son coéquipier, qui sera évidemment un concurrent sérieux. George Russell n'est pas seul, il devra faire face donc à son coéquipier, même il souffre un petit peu d'un déficit d'expérience par rapport à son aîné britannique. On parle des Mercedes, mais cette année on pourrait également compter sur les Ferrari. Évidemment, l'équipe italienne n'est pas à oublier cette année, ils ont probablement construit le meilleur châssis de la grille, puis avec des pilotes comme Charles Leclerc ou Lewis Hamilton, ils ne sont en aucun cas à exclure de l'équation. Par contre, la bataille cette année se fera sûrement sans les Red Bull et sans les champions du monde McLaren, un argument en plus pour George Russell. Donc après avoir nuancé tout ça, on peut tout de même affirmer que le pilote britannique est le favori pour la victoire finale cette année, clairement. Son parcours l'a forgé et lui a permis apprendre à se bagarrer dans la fosse à crocodile dans une petite équipe, mais également apprendre à côté d'un grand champion dans un top team. Le chemin sera évidemment pas simple et la route est encore logique, mais maintenant il est prêt à prendre son envol et je pense que cette année, il ira chercher son premier titre. Un titre qui serait tant mérité, qui viendrait couronner sa persévérance, mais également tout son talent. Merci Adam. Avec George Russell, faudra le suivre. Du coup, faudra le suivre, mais on pourra un peu moins le suivre. Il n'y a plus qu'un Grand Prix ce mois-ci, Suzuka, C'est ça. au Japon. Applaudissements, je vous ouvre les micros si vous voulez parler. Non, j'ai coupé immédiatement. On va faire attention. Merci en tout cas. Petit portrait de George Russell, pilote britannique qui mène Mercedes pour l'instant en tête du championnat du monde, à la fois pilote et constructeur. À voir si, bien sûr, on en cause après juin. Voilà. D'histoire de moteur. On va pouvoir finir cette émission avec tout de suite les immanquables. Il y a Mel qui est dans les starting blocks tout de suite après son jingle. Vous voulez vibrer cette semaine? Alors tendez l'oreille. Les prochains grands rendez-vous sportifs sont à retrouver dans les immanquables du CSC. Les immanquables qui font écho au début d'émission, évidemment. On a eu les premiers huitièmes de finale retour de Ligue des Champions. Il est temps d'avoir la suite, Mel. Et oui, la Ligue des Champions reprend dès demain avec la deuxième partie des matchs retour des huitièmes de finale. Branchez votre téléviseur dès 18h45 sur Canal+ Foot pour le premier match de la soirée qui oppose le FC Barcelone à Newcastle. Les Barcelonais accueillent les Magpies au Camp Nou après un match aller plein de suspense.
conclut sur le score de 1-1. Puis à 21h, 3 autres rencontres vous attendent. D'abord une alléchante affiche Liverpool-Galatasaray après la courte mais précieuse victoire turque 1-0 à l'aller. Les Reds seront devant leur public à Anfield pour tenter de renverser la tendance, à visionner sur Canal+ Foot. Autre match à 21h, on retrouve Tottenham contre l'Atlético de Madrid. Les Spurs vont devoir remonter au moins 3 buts pour revenir à hauteur des Colchoneros après leur cuisant revers 5-2 à Madrid. Le match se jouera en Angleterre au Tottenham Hotspur Stadium. La rencontre sera diffusée sur Canal+ Sport et Canal+ Live 3. Finissons avec le Bayern qui rencontre l'Atalanta. Les Bavarois ont fait le job au match aller en l'emportant à l'extérieur sur le résultat de 6-1. Le retour sera à l'Allianz Arena, donc très peu de chances que l'équipe italienne ne s'en sorte, mais qui sait, coup d'envoi à 21h à retrouver sur Canal+ Sport 360. Bon, on a eu la qualification du Paris Saint-Germain en début de soirée, on espère que Lille et Lyon fassent de même. Et oui, maintenant parlons plutôt Ligue Europa avec nos deux clubs français. Rendez-vous jeudi dès 18h45 pour voir l'Olympique lyonnais se confronter au Celta Vigo. L'équipe française est allée chercher le match nul 1-1 sur la pelouse du Celta la semaine dernière. Lyon sera à domicile au Groupama Stadium et est favorite. Et on a aussi un Aston Villa LOSC à venir. Les Lillois battus 1-0 à Pierre-Mauroy se déplace en Angleterre à Villa Park. La rencontre sera diffusée jeudi à 21h et vous retrouverez tous les matchs d'Europa sur Canal+ et Canal+ Foot. Mais il n'y a pas que la Coupe d'Europe, il y a aussi la Ligue 1. Et oui, restons football, dirigeons-nous du côté Ligue 1 avec quelques affiches à ne pas piquer d'un ton, pardon. Dès vendredi soir à 20h45, direction le stade Bollaert pour voir jouer le Racing Club de Lens contre Angers. Une victoire permettrait aux Lensois de reprendre la tête du championnat et mettre la pression sur le PSG. Le PSG d'ailleurs qui se déplace samedi soir à Nice à l'Allianz Riviera. Le coup d'envoi est prévu à 21h. Ce dimanche, l'Olympique lyonnais accueillera aussi Monaco à 15h sur sa pelouse. Et pour le LOSC, direction la plage, le soleil et le pastis, avec un match contre l'Olympique de Marseille au Vélodrome à 17h15 le même jour. Toutes ces rencontres seront à retrouver sur Ligue 1+. Du foot, direction l'Ovalie, notre championnat de France de rugby. Et oui, la suite du menu un peu plus physique avec le top 14. J'en ai 3 à vous proposer. Petit échauffement d'abord samedi à 14h30 avec le duel Clermont-Montpellier, 4e et 3e du championnat. 2 points seulement séparent les deux équipes au classement. Et pour poursuivre le plaisir, à 16h15, 2 autres affiches intéressantes dans la course au play-off. On a RC Toulon, Stade Français respectivement 7e et en 6e position avec seulement 4 petits points d'écart, et un Racing 92 Castres Olympique, respectivement 8e et 9e du championnat à 3 points d'écart, match qui se jouera sur la pelouse du Racing, et toutes les rencontres du top 14 sont diffusées sur Canal+ Sport en multiplex samedi. Après les poteaux et Thomas Ramos, on vise les cibles avec du biathlon. Et oui, magnifique transition. Cette fin de semaine, on sera en Norvège, à Oslo, pour la 9e et dernière étape de la Coupe du Monde et de la saison 2025-2026. 4 journées de compétition de prévues pour terminer l'hiver en beauté. On aura dès jeudi à 16h15 le sprint féminin long de 7,5 km. Le lendemain, même heure, c'est au tour des hommes avec un sprint de 10 km. Samedi, place aux poursuites. Les femmes entreront en lice à 13h45, suivi des hommes à 16h15. Et les mass starts hommes et femmes viendront conclure la saison dimanche. La mass start féminine d'abord à 13h45, puis la mass start masculine à 16h30. Toutes ces épreuves sont à retrouver en direct sur la chaîne L'Équipe ou Eurosport. Je parle dans le vide, moi. Merci Maël pour ces immanquables. À ne pas oublier aussi un peu de cyclisme avec Milan-San Remo, le Grand Prix de Denain dès jeudi, évidemment. Merci Adam pour le petit portrait. Georges Russell, très sympa. Merci Théo, merci Aubin aussi pour le début d'émission tout à fait admirable. Je demande, je donne. Il reste plus quelques secondes. Moi, je vous dis que le Campus Sport Club revient la semaine prochaine. Et d'ici là, portez-vous bien. Et bah, tout le monde. Au revoir.